Chapitre 2e, les règles nationales ou régionales. Les règles nationales ou régionales. On retrouve notre paradoxe habituel. Paradoxe habituel entre une matière décentralisée, mais l'existence de règles nationales ou régionales en France. Le but, on l'a déjà évoqué, c'est de faire prévaloir l'intérêt général, au sens intérêt général national ou régional, non pas par rapport à un intérêt privé, mais par rapport à un autre intérêt public, un autre intérêt général, mais qui serait de plus petit niveau, au niveau local, au niveau de l'intercommunalité, au niveau de la commune. C'est une chose qu'on a assez peu tendance à soulever, l'idée qu'il n'y a pas un intérêt général. En réalité, non, il y a plusieurs intérêts généraux, et quand on regarde bien comment ça se passe, on pourra l'évoquer au second semestre aussi, par exemple, pour le fait de ceux qui veulent acheter local. Qu'est-ce que c'est que local? Alors, si vous écoutez Jean-Luc Maudinck, local, c'est toulousain. Toulousain au sens de l'EPCI. Mais si vous écoutez Carole Delga, présidente de la région, elle va vous dire « Ah non, local, c'est occitanien. » Voilà. Local, ça n'existe pas. L'idée même du local n'existe pas. C'est-à-dire que c'est chacun à son niveau qui peut trouver que c'est à son niveau que les choses se feront mieux. Parce qu'en fait, c'est une question de pouvoir, de qui veut prendre les décisions, qui estime qu'il prendra les meilleures décisions. Mais l'idée que le local s'oppose au national, en soi, est déjà une bêtise, puisque le local n'existe que dans la mesure où on pourrait déterminer un local. Il n'y a pas un local, il y a des locaux. D'accord? Donc, voilà, il faut prendre en conscience que là, en droit d'urbanisme, on voit cette stratification du local qui va conduire à avoir des intérêts généraux qui sont un petit peu différents. Malgré tout, ces règles nationales vont avoir deux objectifs. D'une part, elles vont être un garde-fou à la liberté accordée aux collectivités. C'est souvent vécu comme ça. Il y a de l'intérêt général national qu'il convient de préserver. Et puis, il y a un autre aspect qui est lié, mais qu'on peut distinguer, qui est le fait que cet intérêt national ou ces règles nationales vont aussi garantir une certaine forme d'égalité entre les citoyens sur l'ensemble du territoire. Les règles nationales s'appliquant à tous les PLU ou à tous les plans locaux vont permettre d'avoir au moins cette base commune en France. Qui sait, si on avait vraiment un code de l'urbanisme extrêmement limité, qui sait les disparités énormes de droit à construire, de développement, de hauteur ou pas des bâtiments, la façon dont, dans chaque région, dans chaque ville, selon le niveau qui aurait le pouvoir, on pourrait avoir une ville qui s'étend ou une ville qui ne s'étend pas. Même une ville qui fait plus attention à l'environnement ou une autre qui en fait beaucoup moins. On a déjà une marge de manœuvre, c'est ça le pouvoir local, mais au moins on a un minimum ou un maximum, selon les cas, d'équité entre les citoyens par ce droit national. Alors ce droit national, on va l'aborder par son élément principal. Paragraphe 1er, le règlement national d'urbanisme. Paragraphe 1er, le règlement national d'urbanisme, entre parenthèses RNU. Quand j'oublie encore une fois de vous donner un acronyme ou vice-versa, de vous donner le sens, vous n'hésitez pas à me solliciter. Le règlement national d'urbanisme, entre parenthèses RNU, est la règle de la constructibilité limitée. Vous pouvez mettre constructibilité limitée entre guillemets si vous le souhaitez. Le règlement national d'urbanisme, RNU, est la règle de la constructibilité limitée. Ce RNU date de 1977. Il y a un texte général, législatif, et donc pour nous des articles législatifs qui vont aussi permettre de prendre des décrets pour avoir une partie réglementaire dans le code, l'ensemble des articles législatifs et réglementaires constituant une sorte de minimum, de socle,
de prescription d'urbanisme valable sur tout le territoire national. Entre nous, et j'hésiterais peut-être même à l'enlever de la vidéo, je dirais que c'est une sorte de code de l'urbanisme light. En un nombre très réduit d'articles, on va avoir des règles qui déjà sont une façon d'encadrer, on dirait aussi parfois aujourd'hui de réguler, le développement de la ville. Ce règlement d'urbanisme a fait l'objet d'une grande modification lorsque le titre 1 a été recodifié par l'ordonnance du 23 septembre 2015. Titre 1 recodifié par l'ordonnance du 23 septembre 2015. Alors, ce texte a en effet transféré dans la partie législative du RNU une série d'articles législatifs qui étaient ailleurs et qui pourtant s'appliquaient nationalement. Donc on a concentré à un endroit l'ensemble des articles législatifs valables partout. Donc, au moins, ça simplifie la lecture. Ensuite, ce texte a réorganisé les différentes parties du RNU, ce qui rend les choses beaucoup plus lisibles et le cours beaucoup plus proche du code. C'est-à-dire qu'avant cette réorganisation, quand on faisait un cours de droit de l'urbanisme, il fallait réorganiser soi-même des dispositions qui allaient un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, on va malgré tout suivre le code parce qu'il est bien réorganisé de manière très claire. Et puis, en parallèle à ces évolutions-là, on va avoir les dispositions réglementaires du RNU qui ont été adaptées, donc les articles R, par un décret du 28 décembre 2015, qui est le décret qui modifie le R pendant que l'ordonnance modifie les L du livre 1. Alors, concrètement, formellement, qu'est-ce que c'est que le RNU aujourd'hui? C'est simple, le RNU, qui s'appelle donc règlement, alors qu'il y a des dispositions législatives, je vous fais ce petit rappel pour que vous ne fassiez pas la confusion, règlement, c'est pas que du R, et les étudiants ont parfois d'ailleurs tendance à oublier les articles L, il ne faut pas, ils sont importants, ils sont même normalement plus importants que les articles R. Donc, ce règlement national d'urbanisme est donc, aujourd'hui, regroupe donc 78 articles, grosso modo un tiers d'articles législatifs, les L 111.1 à 25, 78 articles, L 111.1 à 25, et R111.1 à 53. Et avec ces 78 articles, on réussit à avoir cette sorte de code light, de code simplifié, que certains rêveraient de voir comme tout code en France. On va un petit peu détailler tout ça. Grand A, le règlement national d'urbanisme. Le grand B sera sur la règle de la constructibilité limitée, vous l'avez compris. Grand A, le règlement national d'urbanisme. Sur la forme, le RNU contient des règles de nature différente. Certaines vont s'imposer uniquement lorsque il n'y a pas de plans locaux. Certaines ne vont s'imposer que lorsqu'il n'y a pas de plans locaux. D'autres, à l'inverse, vont s'imposer nonobstant l'existence d'un plan local. C'est-à-dire, pour les étrangers qui n'auraient pas le mot nonobstant en tête, ces règles-là vont s'imposer même s'il y a un plan local. Sur le fond, vous allez le voir, le RNU est assez hétéroclite. Il va contenir des règles bien différentes, même s'il constitue un plus petit commun dénominateur du droit de l'urbanisme. Petit 1, les caractéristiques des règles du RNU. Petit 1, les caractéristiques des règles du RNU. Alors, je vais revenir sur cette différence. Le RNU fait la distinction entre ce qu'on appelle les règles d'ordre public et les règles supplétives. Les règles d'ordre public et les règles supplétives. Globalement, malgré tout, les articles L et R 111.1 disposent que le RNU s'applique sur l'ensemble du territoire et est donc opposable
à l'ensemble des décisions et des autorisations qui auront lieu sur le territoire national. Et puis, ces deux articles font une liste distinguant les dispositions impératives et supplétives. On va avoir donc une liste des règles qui s'imposent quand il n'y a pas de plus seulement, et une liste des hypothèses dans lesquelles le RNU s'impose, même quand il y a un PLU, un plan local d'urbanisme. Alors, les règles supplétives d'abord. Les règles supplétives, on va les connaître parce que l'article R111.1 liste les articles qui ne sont pas applicables quand il y a un PLU ou une carte communale. Lister les règles qui ne sont pas applicables lorsqu'il y a un PLU ou une carte communale. Quels sont ces articles? Ça ne va pas être très rigolo, mais je vais vous les citer. Donc c'est R111 à chaque fois, hein, donc c'est simple. R111, 3, 5 à 19. Les articles R111, 3, 5 à 19, 28 à 30. Il y a un cas particulier qui est l'article L111, 22, qui protège les éléments qui ont un caractère patrimonial, paysager ou écologique et qui s'appliquent, eux, uniquement quand il y a une carte communale, mais pas un PLU. Merci pour la complexité. Donc, les éléments présentant un caractère patrimonial, paysager ou écologique s'appliquent quand il y a une carte communale, mais pas quand il y a un PLU, le PLU devant lui-même faire des prescriptions paysagères, patrimoniales et écologiques. Ensuite, voyons les règles d'ordre public. Les règles d'ordre public se définissent a contrario. Je vous ai dit qu'il y avait une liste, il n'y a pas formellement une liste. Mais le texte prévoit que 10 articles réglementaires sur 53, 10 articles réglementaires sur 53 et 20 articles législatifs sur 25 sont d'ordre public. S'appliquent tout le temps. Il faut remarquer la logique des choses d'ailleurs. Dans les articles réglementaires, c'est moins important, il n'y en a que 10 sur 53 qui s'appliquent même quand il y a un PLU, parce que par nature, vu qu'ils sont réglementaires, ces articles sont moins importants. En revanche, les règles les plus importantes ont été mises dans l'article L, et dans les articles L, on va retrouver donc 20 articles sur 25 qui sont d'ordre public, c'est-à-dire qui s'appliquent même quand il y a un PLU. Les choses sont assez logiques. Alors, ces articles sont parmi les plus importants, et y compris lorsqu'ils sont dans la partie réglementaire. Pour être sur une position très pratique, si on prend l'exemple de l'article R111.2, l'article R111.2 laisse une très grande marge de manœuvre quand il cite un certain nombre de raisons pour lesquelles le maire peut refuser un permis ou l'assortir de prescriptions spéciales. C'est-à-dire que c'est dans le RNU, à l'article R111.2, que la plupart du temps, le maire va pouvoir refuser ou imposer des prescriptions à une demande de permis de construire. D'accord ? Un seul article, très large, qui concrètement donne beaucoup de pouvoir au maire. Okay ? Donc ne pensez pas que parce que c'est un article réglementaire du RNU, il ne va pas s'appliquer. S'il est d'ordre public, il va au contraire s'appliquer régulièrement dans un grand nombre de communes. Le fait que les dispositions soient d'ordre public signifie qu'elles s'appliquent même dans les communes qui ont un PLU ou un document en tenant lieu. La question qui se pose est de dire, oui, mais ça veut dire que sur le même territoire, on va appliquer le RNU et le PLU ou la carte communale. Comment on s'en sort? Imaginez que ces deux textes aient des dispositions contradictoires. Comment fait-on, de ce fait, pour savoir lequel on doit appliquer? Bon, la solution, à bien y réfléchir, est relativement simple. La solution est simple. La règle qui s'applique est la plus contraignante. Alors, tantôt il s'agira du PLU, qui est allé plus loin que le RNU. C'est même assez courant. Tantôt, on va avoir un PLU qui va plus loin que le RNU. Le RNU est d'ordre public, il s'applique partout, il fixe une règle. Le PLU va plus loin. Il impose plus de contraintes. Et tantôt,
eh bien, à l'inverse, ça va être le RNU qui s'impose, mais là, on sait que ça veut dire que le PLU est illégal. Parce que le PLU ne devrait pas avoir pu prendre une obligation qui soit inférieure au RNU. Donc, le PLU, s'il a une disposition illégale par rapport à un minimum posé par le RNU, eh bien, conduit à ce qu'on applique le RNU quand même. C'est le RNU qui prévaudra sur un PLU qui lui est inférieur, enfin qui lui est contraire. Conseil d'État, 29 octobre 2012, Conseil d'État, 29 octobre 2012, Association Culture au pluriel et Citoyenneté, au singulier, Association Culture et Citoyenneté, plusieurs cultures, une citoyenneté, on voit le message qui est derrière ce titre d'association, Association Culture et Citoyenneté, numéro 332-257. 332-257. Alors, le RNU laisse le plus souvent un large pouvoir au maire. C'est d'ailleurs assez logique. C'est assez logique. Quand plus le texte est ramassé, plus le texte est court, 78 articles, c'est pas beaucoup, plus ce texte va laisser de la marge de manœuvre, de la souplesse à ceux qui vont prendre de l'application, ceux qui vont appliquer le texte. C'est d'ailleurs souvent le drame des textes d'aujourd'hui, c'est que quand on fait des énormes lois de plusieurs centaines d'articles, ce qu'on veut, c'est essayer de traiter des petits cas particuliers, comme si ceux qui allaient devoir les traiter ne savaient pas eux-mêmes appliquer un texte, le modifier. Le drame de l'inflation législative, c'est l'incapacité du législateur, et surtout des ministères prévoyant les textes, de laisser faire les élus locaux et les pouvoirs locaux, ou simplement, même national, ceux qui appliquent les textes. Celui qui applique les textes face à une incertitude va devoir prendre une décision, alors que ce que veulent les textes quand ils sont très compliqués, eh bien, c'est encadrer cette décision maximum, quitte à intégrer dans le texte plusieurs exceptions. On en aura de nombreux exemples dans l'urbanisme, et c'est peut-être dans cette voie-là, avec cette pensée-là, qu'on pourrait enfin peut-être avoir de la simplification, c'est-à-dire oser donner du pouvoir à des gens en dessous du législateur, parce que en fait là, on leur donne du pouvoir en les contraignant beaucoup, et ça fait des textes illisibles et inapplicables. Ces larges pouvoirs au maire, on va les retrouver notamment parce que 73 de ces 78 articles, c'est beaucoup, 73 de ces 78 articles sont des règles permissives. Qu'est-ce que c'est qu'une règle permissive? Une règle permissive est une règle qui laisse une large marge de manœuvre, à celui qui doit prendre une décision sur le fondement de ce texte. Soyons un peu concrets, un peu moins théoriques. Si le texte écrit « Le maire peut refuser un permis », le maire peut ajouter des contraintes supplémentaires, eh bien en réalité, on va laisser un pouvoir au maire. Il peut refuser, mais il n'est pas obligé. D'accord? Ce n'est pas un doit, c'est un peut. Plus il y a de verbes comme cela, comme pouvoir, comme à la liberté de, plus on a un texte permissif qui laisse de la liberté à l'auteur des actes en dessous. Plus on a des doigts, des et limités par, plus en réalité, eh bien, on ne va pas avoir de règles permissives. D'accord? Quand elles ne sont pas permissives, donc les 5 articles récents, on dit qu'ils sont impératifs. Des normes impératives. En droit administratif, on parle aussi de compétences liées. Le maire doit faire quelque chose, eh bien, cela implique que le maire n'a pas le choix de ne pas le faire. Il doit le faire. Il a ce qu'on appelle une compétence liée. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous nous racontez ça? C'est intéressant, c'est un petit peu théorique, mais quels sont les enjeux derrière? Oui, je me vois bien, en tant que juriste de collectivité territoriale, dire au maire, mais regardez, monsieur le maire, le texte lui-même dit, vous pouvez refuser. Rien ne vous oblige à le faire. Vous pouvez accorder. Rien ne vous oblige à le faire. Ou au contraire, leur dire, c'est une règle impérative. Non, il y a un autre intérêt. L'intérêt, il est contentieux. Lorsqu'une règle est impérative, le contrôle du juge va être un contrôle normal. Lorsque la règle est impérative, le contrôle du juge va être un contrôle normal. En revanche,
Lorsque la règle est permissive, quand elle laisse cette marge de manœuvre à l'auteur de l'acte en dessous, eh bien, le contrôle va être un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Le contrôle va être un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Mais c'est extrêmement important. Mettez-vous dans le cas concret. Le maire peut refuser un permis s'il estime que les réseaux sont insuffisants. Ça veut dire qu'il peut aussi accorder un permis quand les réseaux sont insuffisants. Charge à lui, dans ce cas-là, d'être responsable de l'extension des réseaux. Il va devoir payer l'extension des réseaux. Imaginez, vous avez un village, et puis quelqu'un veut construire en bord de village. Seulement en bord de village, le tout à l'égout n'est pas encore arrivé. On s'est arrêté à la dernière maison. Le village ne grossissant pas beaucoup, il n'y avait pas de raison d'aller beaucoup plus loin pour le tout à l'égout, il n'y avait rien après. Il n'y avait pas non plus de fil électrique. Ou alors, il n'y avait pas d'Internet. Les câbles de la fibre optique ont été arrêtés un petit peu avant. Bon, celui qui veut construire là, il demande un permis de construire. Imaginez que la zone soit en zone U, qu'on puisse construire, on le verra, les conditions sont remplies. Ou qu'on est dans une zone où il n'y a pas de PLU, mais qu'on soit en continuité, on le verra, de l'agglomération qui existe, et où on a le droit de construire. Eh bien, que se passe-t-il? Le maire peut refuser. S'il refuse, la personne peut contester. S'il accepte, elle va rarement contester. Imaginez que la personne conteste un refus. Le Conseil d'État, quel contrôle il va faire? Un contrôle restreint. Il va regarder, est-ce qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation? Grosso modo, il ne va jamais sanctionner. Le Conseil d'État va dire, le maire peut refuser s'il n'y a pas les réseaux. Moi, Conseil d'État, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je constate qu'il n'y a pas les réseaux. Bon, c'est légal. Donc vous vous rendez compte que ces règles permissives, très nombreuses, vont non seulement donner du pouvoir au maire, mais en plus de ça, vont limiter le contrôle du juge administratif sur ces décisions pour lesquelles le maire a beaucoup de pouvoir. D'accord? Donc ça donne d'autant plus de pouvoir qu'il est moins encadré par le juge. C'est compris? Voilà, un peu de contentieux. Petit 2, panorama des règles de fond du RNU. Panorama des règles de fond du RNU. Alors, malheureusement, on va avoir quelque chose d'assez descriptif, je vais essayer de le rendre le moins descriptif possible, mais à la fois intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce RNU? Quelles sont les règles minimales du droit de l'urbanisme et pourquoi on les y a implantées? Vous allez voir, vous allez parfois être un peu déçu par ces règles du RNU, par leur caractère un peu large. Au fond, le RNU, ce n'est pas très précis et c'est pour ça qu'il peut s'appliquer partout. Et c'est la chose qui, à mon sens, en tout cas pour moi, est le plus décevant. En revanche, l'autre caractéristique, c'est qu'elles sont très diverses. Il y a des règles très diverses dans ce RNU. La réforme de 2015 a augmenté le nombre de ces règles et a regroupé le tout autour de 7 sections. Donc on va voir les 7 sections plus ou moins rapidement, il y en a qui seront très rapides, d'autres moins, donc A, B, C, D, E, F, G, qui représentent les 7 sections du RNU pour cela. Petit a, localisation, implantation et desserte des constructions. Localisation, implantation et desserte des constructions. Ce sont les articles L111.3 à 13, L111.3 à 13 et R111.2 à 20. Vous remarquez que, en soi, ce petit a, cette première section, L111.3 à 13 et R111.2 à 20, représente un petit peu moins de la moitié du RNU. Donc, c'est cette section qui est la plus intéressante, la plus ancienne aussi. Qu'est-ce que va contenir cette première section? La liste des conditions qui permettent de refuser un permis. Et ayez ça en tête, ces conditions vont en réalité se rapprocher de la police générale. Ce sont souvent pour des raisons de police générale, d'ordre public général. Vous vous souvenez, votre deuxième année, l'article L 2212.2 du Code général des collectivités territoriales, qui donne les composants de l'ordre public. Vous allez voir qu'on va retrouver ces composants de l'ordre public qui justifient des règles purement urbanistiques dans le RNU. D'abord, la sécurité publique. Il y a dans le RNU des possibilités de refuser un permis pour des règles de sécurité publique. Par exemple, la possibilité
d'interdire quand la maison est trop près d'une éolienne. Des règles de salubrité publique. On peut refuser un permis parce qu'il est proche d'une usine dangereuse, ou alors parce qu'il risque d'impliquer des pollutions. Donc soit parce qu'il va subir des problèmes de salubrité, soit parce qu'il va lui-même en créer, en fait. Il y a aussi des raisons environnementales qui vont permettre de refuser les permis, avec un gros développement de ces hypothèses-là à l'article R111-15 depuis la réforme de 2015. Gros développement de ces raisons environnementales à l'article R111-15. Cet article prévoyant que sur le fondement de n'importe quel principe du Code de l'environnement, eh bien, on peut refuser un permis de construire. Alors, cette règle est un petit peu doublon, elle est un peu superfétatoire, parce qu'en réalité, la jurisprudence a déjà reconnu l'applicabilité de la Charte de l'environnement aux droits de l'urbanisme, aux autorisations d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il est possible d'annuler un permis parce qu'il serait contraire à un des principes de la Charte d'environnement. C'est ce que nous a dit l'arrêt du Conseil d'État, un grand arrêt, du 3 octobre 2008, commune d'Annecy. Conseil d'État, 3 octobre 2008, commune d'Annecy, arrêt qui est commenté au GAJA, arrêt qui est aussi commenté aux grands arrêts du droit de l'environnement, par exemple. Autre objectif, autre raison de refuser un permis, la protection du patrimoine archéologique. La protection du patrimoine archéologique. L'idée, partout en France, puisque c'est dans le RNU, c'est là de protéger quelques vestiges. Il est évident que si on détruit un patrimoine archéologique, il est détruit pour toujours, et que le principe que le maire peut refuser un permis en disant « Ouh, mais il y a peut-être quelque chose là, oh, mais attention, est-ce que ce n'est pas historique, je refuse le permis », et puis comme ça, j'ai une bonne raison, et puis éventuellement, on peut lancer des études sur ce patrimoine archéologique, paraît assez logique aussi. Quelqu'un peut rappeler l'arrêt Commune d'Annecy, c'est celui-là qui vous manque? Commune d'Annecy, 3 octobre 2008. Voilà. Autre protection, on l'a déjà évoqué rapidement, l'entrée des villes. L'entrée des villes est aussi abordée par la partie législative. Ce sont les articles L111-6 à 10. Je vous ai dit que c'était un enjeu actuel, l'entrée des villes. Or, pour être concret, dans ces articles, il est prévu une bande de 100 mètres de part et d'autre des autoroutes une bande de 100 mètres de part et d'autre des autoroutes, une bande de 75 mètres pour les autres routes à grande circulation. Alors c'est 100 mètres pour autoroute et route express, c'est-à-dire les routes à 110, et puis 75 mètres pour les autres routes à grande circulation, où est interdite toute construction. On ne sait pas trop quel est l'objectif de cette règle, quel est l'objectif qui prime. A priori, on pourrait voir un objectif un peu pas forcément favorable en disant si on laisse 100 mètres autour des routes, 75 mètres, c'est pour pouvoir agrandir la route. Au cas où on ait besoin, on peut faire une voie de plus, et au fond, ce serait le développement de la voiture. Ce n'est pas l'esprit, je crois. Je crois que l'esprit est clairement de dire ceux qui habitent aussi proche d'une route, d'une autoroute, une grande route à grande vitesse, subissent des désagréments environnementaux énormes. Du bruit, de la pollution, etc. Donc, si on met 75 mètres ou 100 mètres, on va éviter à ces gens de subir ça. Et puis, deuxième raison, c'est une vraie raison d'entrée de ville, qui est de dire les entrées de ville sont laides, on a des usines, des entrepôts au bord des routes, on croise des zones extrêmement laides. Que faire? Eh bien, simplement, obliger à avoir 75 mètres ou 100 mètres, ou, naturellement, puisque c'est inconstructible, qu'est-ce qui va se développer? Des arbres, des forêts. Et l'entrée des villes va se faire dans un cadre de verdure, derrière lesquels on aura les entrepôts et la ville laide. Donc, vous voyez que ces trois objectifs-là, tous raisonnables d'ailleurs, même le premier, même s'il est moins chic, conduisent à laisser penser que cette règle des 100 mètres, 75 mètres autour des routes est plutôt une bonne chose. Très important, la règle de desserte. La règle de desserte, je l'ai déjà évoquée avec vous.
Je vous donne les articles. Ce sont les articles L111, 11 à 13, L111, 11 à 13, et R105, 111, 5 et suivant. L111, 11 à 13, et R111, 5 et suivant. Qu'est-ce que cette règle des dessertes? C'est la possibilité de refuser un permis en considération des réseaux desservant le terrain à construire. C'est une règle sur laquelle j'insiste, qui est très importante parce qu'elle sert très souvent. Elle est au cœur des refus de permis dans bien des hypothèses. Comme elle est impérative, encore une fois, elle s'impose même quand il y a un PLU. Et elle subit peu de contrôle, puisque elle ne subit qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Donc vous voyez que cette règle-là, elle a une importance assez considérable. Ensuite, et ce sera la fin des éléments sur cette moitié du RNU que représente cette section 1, on va avoir un ensemble de règles sur l'implantation et le volume. Toutes ces règles sur l'implantation et le volume sont supplétives, ce qui est assez logique. Le propre du PLU, c'est précisément de faire des règles de volume d'implantation, de où est-ce qu'on met les bâtiments. Donc, on a là des règles qui s'imposent seulement quand il n'y a pas de PLU, mais c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que ce sont les règles qui vont s'imposer dans tous les petits villages, dans tous les endroits où on n'applique que le RNU, qui sont souvent des villages. Au cœur du village, en tout cas dans la continuité de la construction, on verra que c'est ça le rôle, et eh bien on ne peut construire qu'avec ces limites-là. Quelles limites? D'abord, une distance minimale entre les constructions d'un terrain qui ne peut pas être de moins de 3 mètres. Pareil pour les voisins, pas de distance de moins de 3 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire, cette distance de moins de 3 mètres? Ça veut dire que quand on construit un nouveau bâtiment, il doit forcément être à 3 mètres des autres. Ce qui ne veut pas dire que, à plus de 3 mètres, pardon, des autres, pas 3 mètres pile, plus de 3 mètres. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être collé. Donc, avec votre voisin, pour simplifier, je vais tourner le zoom vers le tableau pour faire un petit dessin. Je prends le stylo, malheureusement, ah non, il y en a un noir qui est là. Donc, regardez, j'ai le terrain de mon voisin. Je vais essayer d'écrire lentement pour que l'encre se mette bien. J'ai le terrain de mon voisin et le mien. D'accord? J'ai déjà un bâtiment ici. Je ne peux pas construire un autre bâtiment à moins de 3 mètres, donc par exemple ici ou ici, sauf si ce n'est pas vraiment un autre bâtiment, sauf si par exemple je le colle directement au mien. Il peut être soit collé, soit être à 3 mètres. Les mêmes règles s'appliquent aux voisins. J'ai mon bâtiment qui est ici. Il y a déjà eu le respect des 3 mètres. OK? Eh bien, le voisin peut le mettre collé à la limite séparative ou à 3 mètres. D'accord? C'est ça l'idée. Alors, si mon bâtiment à moi est collé à la limite séparative, eh bien le voisin peut, pareil, soit le coller à la limite séparative, ce qui crée un mur mitoyen, exactement, ce qui crée un mur mitoyen, soit le voisin va compter 3 mètres et puis mettre son bâtiment là, ce qui évite d'avoir un mur mitoyen entre les deux bâtiments. C'est compris? Voilà. Alors, cette règle, parfois, on a un peu de mal à la comprendre. L'une des raisons principales, c'est le développement des villes. En réalité, quand on fait des bâtiments comme ça, eh bien, quand vous regardez bien, d'ailleurs, regardez, le fait d'avoir fait 2-3 bâtiments comme ça vous montre déjà quelque chose. Au fond, ici, là, dans ma zone rouge, je vais avoir un début de route. Et quand on a des gens qui peuvent s'installer un peu où ils veulent, qui achètent des terrains, le fait d'obliger ça va en quelque sorte permettre le développement, j'allais presque dire naturel, vous voyez, comme ça, de routes. Ce qui fait que si on a une ville qui se développe vraiment, on pourrait avoir une route comme ça et des routes de desserte qui d'elles-mêmes se feront. Routes qui feront soit 3 mètres, soit, regardez, si en fait je suis un bâtiment que personne ne se colle, on a là la limite des terrains, personne ne se colle sur la limite des terrains, tout le monde se met à 3 mètres, eh bien on aura une route de 6 mètres de large qui permettra en 6 mètres d'avoir des trottoirs et de voies de circulation.
D'accord? Donc vous voyez, cette règle qui a l'air toute simple de dire 3 mètres ou rien, enfin plus de 3 mètres ou rien, permet de fait de développer une certaine forme de ville de manière assez naturelle. Avant 2007, la distance entre des voisins était de 4 mètres. Donc ne vous étonnez pas de voir des arrêts qui disent 4 mètres. C'était 4 mètres avant et c'est 3 mètres maintenant. De la même manière, on va avoir des distances avec la voie publique dans l'article R111-16 du Code de l'urbanisme. Quelle est l'idée? L'idée est de pousser ceux qui construisent le long d'une route à respecter un alignement et d'éviter, vous vous souvenez quand on a fait l'historique, le développement de villes anarchiques dont les routes tournent, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Le fait de respecter un alignement dans la route, eh bien, pourra là aussi développer une route de manière cohérente quand on voudra véritablement faire une route ou mettre un PLU. Je vous rappelle que là, ce sont des règles qui s'appliquent quand il n'y a pas de PLU, ce sont des règles supplétives. Petite nuance malgré tout, des dérogations à ces règles-là peuvent être accordées. C'est l'idée que quand on fait une règle nationale, on doit lui donner un peu de souplesse, donc il y a du supplétif et il y a des dérogations. Voilà. Nous avons fini notre petit A sur la moitié presque du RNU, sur la localisation, l'implantation et la desserte des constructions. Petit B, la densité et la reconstruction des constructions. La densité et la reconstruction des constructions. Je vous donne les articles, ça fait un peu litanie, pardon, mais c'est L 111, 14 et 15 et R 111, 21 et 22. L 111, 14 et 15, R 111, 21 et 22. Alors, la définition de densité est complémentaire de l'idée de surface de plancher. Ces règles de densité ont été transférées dans le RNU et elles sont devenues impératives. Je ne vais pas les détailler pour ne pas perdre de temps, mais il y a des règles, grosso modo, sur la taille des constructions, leur volume, dans le RNU. Petit c, la performance environnementale et énergétique. Petit c, la performance environnementale et énergétique. La performance environnementale et énergétique. Ce sont les articles L111, 16 à 18 et R111, 23 et 24. Ces articles sont une forme de libéralisation pour l'environnement. Vous voulez que je redonne les articles, c'est ça? Donc, article L111, 16 à 18, c'est toujours L et R111, de toute façon. Donc, 16 à 18 pour les L et 23 et 24 pour les R. L111, 16 à 18 et 23 et 24. Donc, l'idée est de libérer un petit peu la possibilité d'utiliser des matériaux ou des procédés durables. L'idée aussi est de favoriser les énergies renouvelables de manière nationale. Comment est-ce que le RNU a fait? C'est assez simple. Déjà, ces règles sont impératives. Donc le simple fait de rajouter des nouvelles règles impératives dans le RNU, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça rend obsolètes toutes les règles contraires dans les PLU. Donc tous les PLU qui avaient des règles contraires aux règles que je vais vous dire, de fait, voient ces règles rendues inopposables. Et que fait le RNU? Eh bien, il permet justement de dire vous avez le droit d'utiliser n'importe quel matériau pourvu qu'il soit vert et durable, n'importe quel procédé pour qu'il soit vert et durable, vous avez le droit de développer des énergies renouvelables, même si le PLU jusqu'à maintenant l'interdisait. La seule limite, et vous la comprendrez aisément, c'est que
ça n'est pas applicable aux monuments historiques et aux sites. Ce serait quand même dommage de mettre du photovoltaïque sur Chambord. Donc, applicable ni aux monuments historiques ni aux sites, de la même manière que de couvrir un magnifique site naturel d'éoliennes. Bon, peut-être faire un peu attention à ce genre de choses-là. Mais sinon, tous les PLU qui disaient « Oh non, pas de photovoltaïque chez nous, non, pas de matériaux durables, pas de mousse expansée verdâtre venue d'une plante qu'on ne connaît pas », tout ça, ça devient inapplicable immédiatement. Petit d, la réalisation d'aires, au pluriel, de stationnement. La réalisation d'aires de stationnement. La réalisation d'aires de stationnement. Quels articles? Toujours L et R111. L111, 19 à 21. Et R111, 25. Alors, on a dans ces articles-là toute l'ambiguïté que représentent les places de stationnement, qui sont un enjeu majeur de nos villes d'aujourd'hui. Pendant très longtemps, le RNU contenait un minimum de places par appartement. L'idée était d'éviter que, dans les villes, trop de gens ne se garent à l'extérieur, qu'il n'y ait plus de place de parking dans les rues, à un moment où on voyait la voiture comme l'avenir de l'humanité et la modernité. Depuis 2015, on s'est justement rendu compte que c'était peut-être contre-productif. La volonté, aujourd'hui, est plutôt de limiter le nombre de voitures, même si, de plus en plus, on a des hybrides rechargeables ou des voitures électriques. Malgré tout, ce n'est pas une très bonne façon de vivre. Rappelez-vous ce que je dis sur la ville du quart d'heure, sur le développement du vélo, qui rend les gens en forme, même si ça rend aussi parfois les gens mouillés. On a cette idée que la voiture n'est certainement pas le moyen de transport à privilégier aujourd'hui. Il y a aussi des particules fines issues des mouvements de freinage pour les plus acharnés des environnementalistes. Alors, l'article est ambigu. S'il impose des minimums de parking dans les appartements, ça incite les gens à dire « bon, on n'a qu'à garder notre voiture, puis de toute façon, on a le parking, ça ne gêne pas ». Et à l'inverse, l'idée de dire « oui, mais s'il n'y a pas assez de place de parking, les gens vont se garer dans la rue, et donc on va avoir une situation déplorable où on va retrouver les problèmes qu'on avait dans les années 50, 60, quand la voiture s'est développée ». Le choix qui a été fait, malgré tout, c'est de contraindre les gens à avoir le moins de voitures possible. Et pour cela, pousser les immeubles à avoir de moins en moins de places de parking. Ça reste en partie obligatoire, mais de moins en moins. Il y a moins de contraintes sur trop de parking. Il y avait tellement de contraintes avant, d'ailleurs, que les promoteurs parfois ne pouvaient pas construire autant de parking et devaient compenser en permettant aux propriétaires qui achetaient d'avoir des parkings ailleurs. Vous voyez à quel point on en était. Donc, voilà. Aujourd'hui, l'idée est de baisser les places de parking, sauf avec une incitation à développer des places d'autopartage ou de véhicules électriques. Donc on peut augmenter le parking pour mieux vendre son appartement. C'est plus facile de vendre un appartement quand on dit « il a un parking en plus hein, », ça incite les gens à l'acheter. On peut augmenter le nombre de parkings si on met aussi des places d'autopartage ou des places de véhicules électriques, c'est-à-dire mettre un système d'électrification du véhicule. Vous voyez comment, par une règle nationale comme celle-là, encore, eh bien, on va influencer l'ensemble des situations en France. C'est un article qui est lui aussi sur des articles d'ordre public. Donc, vous voyez, quand on modifie un article d'ordre public du RNU, ce qui se passe, c'est comme si, d'un seul coup, d'un coup de baguette magique, on modifiait tous les PLU de France. Parce que tous ceux qui sont plus contraignants doivent se caler sur la limite posée par le RNU. D'accord ? Petit e, on a bientôt fini, petit e, la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique. Pardon pour ce titre long, c'est pas moi, c'est le code. La préservation des éléments présentant un intérêt architectural, on a souvent cette litanie, il y a des litanies dans le code, vous remarquez ? Et litanie, c'est comme pour les saints, c'est saint machin, priez pour nous, et puis ça dure des heures. Et bien là, on a des litanies d'objectifs à préserver.
Donc là, c'est la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager et ou écologique. Architectural, patrimonial, paysager ou écologique. Ce sont les articles R 111, 27 à 30. Il n'y a pas d'article législatif. Il n'y a pas d'article législatif. R 111, 27 à 30. Pour simplifier, quand une autorisation d'urbanisme est demandée, permis de construire, permis d'aménager notamment, il peut être refusé si le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux paysages naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. C'est un article d'ordre public dont vous voyez qu'il ouvre une possibilité. Il peut refuser, ça permet de pouvoir refuser. Ça n'oblige pas à refuser un permis. Le maire a ce pouvoir de décider si oui ou non il va utiliser ce fondement ou pas. Alors, il y a beaucoup de contentieux autour de ça. Les maires l'utilisent beaucoup, notamment le fameux caractère des lieux avoisinants, qui est un article renvoyant à une forme de subjectivité absolument stupéfiante. C'est-à-dire que le maire, quand on lui propose un projet, peut le regarder, alors je dis le maire, ce sont les services instructeurs la plupart du temps, peuvent regarder ce projet et dire « Non, elle ne va pas bien cette maison. Non, ce projet urbanistique, regarde, ça ne colle pas bien avec les autres bâtiments autour. » Et sur ce seul critère, dire « Refus du permis ». Alors quand ça va au contentieux, ça fait l'objet d'affaires assez marrantes, où en réalité, auparavant, on avait des photographes qui prenaient les prises de vue qui allaient bien. C'est-à-dire que selon que vous mettez à tel endroit où le bâtiment rendrait super bien, ou à l'inverse, à un autre endroit où le bâtiment rendrait moche, eh bien, le juge devait juger avec des photos sous les yeux. Alors, de temps en temps, c'était quoi? Vous preniez une belle perspective et vous montriez que le bâtiment, il aurait été dans la continuité. Alors, dites, regardez, c'est les caractères des lieux avoisinants. Et puis, de temps en temps, pas du tout. Alors, j'ai un exemple en tête où il y a un village au bord de la plage où les bâtiments sont plutôt perpendiculaires à la plage. Vous voyez, c'est-à-dire que le but de ces bâtiments anciens, c'était de ne pas prendre le vent de la plage dans le bâtiment. À l'époque, on se préservait du vent marin. Donc les bâtiments sont perpendiculaires. Je vous fais un dessin. Je tourne d'abord pour les zoomers. Je ne vous oublie pas, les zoomers. La plage est comme ça, donc là on a la mer. Et la plupart des bâtiments sont comme ça, sont des corps de ferme, comme cela. D'accord? Donc, vous pouvez prendre une photo et dire, regardez, alors, le projet, c'est un bâtiment, je vais le faire en rouge, le projet, c'est un bâtiment comme ça. Alors, on dit, mais regardez, ça n'est pas conforme au caractère paysager, le village, par ailleurs moche, les bâtiments sont perpendiculaires à la mer, et là, vous faites un bâtiment qui va dans le sens de la mer, donc, regardez, c'est illégal. Alors, la photo que vous prenez, elle est comme ça, vous montrez le bâtiment, ça ne va pas du tout. Sauf que, en fait, ici, il y a un bâtiment qui n'est pas perpendiculaire, là, il y a un bâtiment qui est court, là, il y a un bâtiment qui n'est pas perpendiculaire. À l'inverse, le défenseur, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, celui qui attaque le refus de permis, il va prendre une photo comme ça, et lui, il va dire, regardez, il y en a déjà un, il y en a un deuxième là, un troisième là. Sur les 6 bâtiments, il y en a 2 qui sont dans le sens de la plage. Donc, vous voyez bien que ça ne porte pas du tout atteinte au caractère paysager du village. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait subjectif, et que les contentieux ne sont pas très intéressants. Ils sont marrants, mais ils ne sont pas très intéressants. C'est la qualité. Alors aujourd'hui, ça se fait pas mal avec des montages 3D. Vous montrez la maison comme elle était, comme elle serait, et puis alors, vous mettez pas les couleurs les plus fades possibles, les plus proches des maisons avoisinantes. Alors si ce n'est pas le même caractère paysager, mais que les couleurs sont hyper proches, le juge va dire, bah oui, quand même, ça s'insère bien dans le paysage. Donc vous voyez à quel point on a du subjectif, c'est assez marrant. Donc la préservation, ça c'est l'article R111-27 du Code de l'urbanisme qui lance tous ces débats en question. On a aussi l'article R111-28, par exemple, qui permet de refuser des constructions nouvelles ou des agrandissements parce que le bâtiment aurait une hauteur supérieure à la moyenne des constructions avoisinantes. Une hauteur de construction qui dépasserait la moyenne des constructions avoisinantes. Alors on se dit, bah oui, c'est pas mal pour avoir un ensemble immobilier.
Là encore, vous imaginez bien qu'est-ce que c'est que la moyenne. Si on a des bâtiments qui sont comme ça, bon, ben, on comprend bien que la moyenne, c'est ça. D'accord? Qu'éventuellement, le propriétaire pourrait mettre là ou là. Mais si on se retrouve avec des bâtiments qui sont comme ça, c'est quoi la moyenne? C'est-à-dire qu'à la fois, on peut faire soit ça, soit ça, soit ça. Est-ce que la moyenne, c'est le plus haut, puisqu'il y en a deux? Ou est-ce que la moyenne, c'est vraiment, on prend la moyenne de cet ensemble-là, et puis pourquoi on ne s'arrête pas et qu'on ne prend pas les immeubles à droite et à gauche encore? Bref, la moyenne des constructions, la hauteur supérieure à la moyenne des constructions voisines existantes, bah, qu'est-ce que c'est que voisin? Qu'est-ce que c'est que la moyenne? On ne sait pas, il y a des jurisprudences qui vont dans tous les sens, et surtout, c'est des jurisprudences extrêmement factuelles, extrêmement au cas par cas. Il est 15h22, vous ne m'avez pas arrêté? Je viens de voir ça. C'est parce que c'était intéressant, je suis très content, très fier, ou alors parce que vous étiez complètement endormis. Eh bien, que ce soit l'un ou l'autre, je vous dis à demain. À jamais? Pourquoi demain c'est fermé? Le M1 public s'arrête demain? Tous les M1, ça y est? Et le doyen avait dit ça hier au conseil de direction. Donc on ne se voit plus que par vidéo? C'est triste. Bon bah écoutez, si vous ne portiez pas des masques, je vous embrasserai. À bientôt. Malgré tout, j'espère qu'on se reverra avant la fin de l'année. Et au moins on se verra au second semestre sinon, ou on se verra aux examens. Ce sera très triste.